Nous avons mis sur pied le projet de l'école d'été de la justice francophone, qui est un projet qui vise à renforcer les capacités des juristes africains et pouvoir, in fine, renforcer l'accessibilité à la justice. L'école d'été de la justice francophone, c'est une formation qui réunit d'année en année au Québec, ici même à l'UQAM, des juristes en provenance d'Afrique francophone, également des pays comme le Liban qui ont le français comme langue de partage. Cette année, le thème, c'est justice transparente et développement économique. Ce thème vise notamment à démontrer comment est-ce que les acteurs de la justice peuvent contribuer, notamment en Afrique, au développement de leur pays à partir de la règle de droit et également d'autres normativités qui contribuent à une meilleure accessibilité à la justice. Nous sommes satisfaits de la participation, de la confiance que nous avons su glaner d'année en année auprès des institutions comme la Cour suprême du Cameroun, comme le ministère de la Justice du Cameroun, comme le ministère de la Justice du Sénégal, comme la Cour suprême du Togo, comme le ministère du Commerce de Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres institutions en Afrique qui d'année en année nous envoient des personnes ici pour se faire former. Nous sommes également satisfaits de pouvoir attirer sur notre tribune d'année en année des orateurs de choix qui sont des personnes ayant le feu sacré, qui sont des personnes internationalement reconnues, qui nous viennent à la fois du barreau du Québec, de la magistrature du Québec, mais également des institutions de Bretton Woods comme la Banque mondiale. À partir de 2018, nous allons étendre nos activités sur le continent africain. L'école d'été va désormais être une activité qui va se tenir aux 2 ans ici au Canada, mais nous allons renforcer notre présence sur la scène africaine, notamment les pays d'Afrique francophone, pour essayer de former davantage de juges, davantage d'avocats, davantage de notaires, à développer des outils en matière d'accessibilité à la justice et pouvoir ainsi, in fine, contribuer à une plus grande accessibilité à la justice en ce qui concerne les justiciables. Donc, nous, au Québec, c'était un peu difficile pour moi de vous parler de la franchise en Afrique, malgré que j'ai quelques exemples que je vais vous citer. Le but de ma rencontre, de ma présentation ce matin, c'était de présenter la dernière étude que nous avons faite en janvier dernier qui a trait sur le poids économique de la franchise au Québec. Donc, qui nous a permis, depuis 3 ans, de présenter cette étude-là avec divers secteurs d'activité. Donc, ne serait-ce que de représenter que maintenant au Québec, il y a 461 réseaux de franchises. Ça représente 12 000 commerces. Ça représente 200 000 emplois au Québec. Ça représente presque 28 milliards de chiffre d'affaires au Québec. Donc, je vous dirais, le modèle de la franchise est un modèle fort, est un modèle performant et qui permet, je crois, et dans le cadre ici du sommet de la justice au niveau des pays africains, je pense qu'il est un modèle d'affaires qui pourra très bien se développer en Afrique, dans plusieurs pays, parce que, je vous dirais, c'est un modèle performant et qui permet aux gens d'augmenter leur qualité de vie et leur qualité économique. Le modèle de la franchise actuellement au niveau de l'Afrique est essentiellement et majoritairement développé à partir de réseaux soit européens, soit américains, qui ne sont pas nécessairement des réseaux qui sont issus de l'Afrique elle-même. Je pense que l'avantage dans les années qui vont venir, c'est que ce soit sur le continent africain et les divers pays d'où on a rencontré les représentants aujourd'hui, s'efforcent, je crois, avec leur communauté économique, de développer des concepts en franchise qui vont vraiment s'adapter, je vous dirais, à la réalité et à la mentalité africaine. Je pense que cette université d'été est vraiment la bienvenue. C'est un peu comme une espèce de passeur de compétences ou de savoir entre le Nord et le Sud. Et donc cette structure-là permet de relier les continents et de faire du savoir quelque chose qui n'a pas de frontières. Alors on est content de recevoir beaucoup de professionnels d'Afrique qui viennent ici pour partager avec nous leur expérience et nous de pouvoir échanger avec eux sur nos regards, nos visions. Et donc le tout mis ensemble, on espère que ça va contribuer à un développement beaucoup plus exponentiel du continent africain. Voilà. Cette université d'été est la première à laquelle j'assiste, bien entendu. Les thèmes
sont très importants pour l'Afrique, bien entendu, et la grande problématique, justement, c'est de savoir comment impliquer tout ça dans le contexte du développement futur, même si ce n'est pas pour nous-mêmes, pour toutes ces générations à venir, et de façon à changer un peu les paradigmes et surtout l'image qu'on se fait de l'Afrique. Et ça transparaît vraiment dans tous les thèmes. Et je trouve que les conférenciers et nos animateurs sont vraiment de très haut niveau et mettent l'accent maintenant sur les problèmes. Alors, nous allons transférer les compétences, partager les problèmes et peut-être qu'avec un peu de temps, même pas peut-être, je suis sûre qu'avec du temps, on y arrivera. Maître Ouimet a fait une présentation, je l'accompagnais sur le réseau des conseils de la magistrature de la francophonie. Alors, nous avons créé, il y a plusieurs années déjà, ce réseau qui regroupe les conseils de la magistrature de la francophonie. Et on a fait une présentation sur ce qu'était ce réseau, quels étaient ses objectifs, quels étaient ses projets et ses réalisations. D'abord parce que les Africains, sont beaucoup francophones, ce sont des États francophones. Et évidemment, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. On pense toujours que ce sont les pays d'Afrique qui apprennent de nous, mais je vous assure que nous aussi, on a beaucoup de choses à apprendre. On a à partager cette valeur qu'est la langue française, la culture de la francophonie à travers les différents champs d'intérêt. Alors, pour nous, c'est la justice, ce sont les conseils de la magistrature. Et évidemment, il y a beaucoup de pays qui regardent vers les uns les autres, quelles sont nos attributions respectives. Par exemple, ici au Canada, les conseils de la magistrature ne s'occupent pas de la nomination des juges. C'est un autre processus complètement différent. On s'occupe de l'éducation, de la formation des juges, une fois que les juges sont nommés. Ce que pas tous les conseils font. Les échanges ont porté surtout sur des questions. Qu'est-ce qu'était le réseau? Qui était inclus? Qui était exclu? Pourquoi certains conseils de la magistrature en faisaient partie, d'autres non? Comment le réseau avait fait ses premières approches auprès des autres conseils et comment est-ce qu'on peut améliorer cette façon d'aller chercher des gens? C'est beaucoup une question d'engagement aussi. On a beaucoup parlé de s'engager dans une chose à laquelle on croit et de porter un ballon, si je peux m'exprimer ici, d'être les champions d'une cause, d'une organisation, d'une façon de voir les choses. Et on a beaucoup échangé là-dessus. J'espère avoir au moins autant, sinon plus, d'échanges sur la transparence et l'accessibilité cet après-midi. Le thème était le mot alléchant sur la transparence de la justice et surtout sur le franchissage que nous avons appris depuis hier dans le cadre du commerce international, dans le cadre des droits de la propriété intellectuelle. Nous avons appris de grandes choses et nous ne cessons de remercier M. Ibi avec son organisme qui contribue comme ça à donner de la formation à un grand niveau parce que ce sont des grands professeurs d'Orangan et autres qui interviennent sur des pratiques que nous n'avons pas malheureusement en Afrique ou que nous percevons à peine. Mais on arrive comme ça à échanger, à voir mieux ce que nous pouvons encore faire dans le cadre de tous ces thèmes, toutes ces grandes pratiques juridiques, tous ces contrats au niveau international, des conditionnalités. Est-ce qu'en Afrique, on est prêt à recevoir des investissements des pays du Nord, alors que nous voyons en Amérique comme ici au Canada, des grandes marques comme Coca-Cola basées sur le respect de la propriété intellectuelle. Coca-Cola est une marque, mais comment cette marque elle est donnée sous licence, comment des gens exploitent. Ce sont des contrats et qui supposent une justice à la fois saine, des gens qui comprennent les institutions, les mécanismes
et qui soit capable, en cas de contentieux, de pouvoir dire le droit comme il se doit. Parce que sans justice, il n'y a aucun investissement qui peut être garanti. Je suis vraiment très honoré aujourd'hui de donner cette formation à des magistrats africains sur les questions légales qui se posent aux problèmes de développement sur le continent africain. Mon expérience à travers le continent, j'ai actuellement travaillé dans 47 pays exactement africains, m'a appris énormément de choses sur le terrain, travaillant avec des gouvernements, avec la société civile et avec des collègues juristes comme moi sur les défis qui se posent à notre continent. Et parmi ces défis, celui du droit, de la bonne gouvernance et du développement sont évidemment des choses qui sont en top de tout agenda qui se veut développementaliste. Ce matin, nos débats ont surtout tourné autour de la question des conditions juridiques que les financiers mettent au financement des opérations de développement en Afrique, que ce soit les financiers publics ou les financiers privés, et sur des questions d'agencement, parce que très souvent, un financier ignore ce que l'autre fait, le gouvernement souvent ignore ou n'a pas de coordination véritable entre les différentes interventions qui se font sur son propre territoire, et cela peut donner lieu à ce que j'appelle des incohérences légales et juridiques qui ont des conséquences souvent fâcheuses. Et c'est de ça dont il a été question avec donc, les collègues africains, qui sont d'honorables magistrats et même dans les professions juridiques privées, avec lesquels donc, nous avons non seulement échangé, mais surtout je leur ai livré le fruit de mon expérience avec des exemples pratiques de questions légales qui se posent pour le développement d'un meilleur climat des affaires d'abord et deuxièmement un meilleur climat pour le développement qui doit se faire non seulement dans le respect des besoins du développement économique et social, mais aussi et surtout pour les besoins de nos populations en termes de bien-être éducatif, de bien-être sanitaire et de respect de notre environnement. Et en top de l'agenda, comme je l'ai dit au début, de la promotion d'une bonne gouvernance, parce que sans bonne gouvernance, le développement restera encore une chimère.